Bonjour à tous, grand entretien aujourd'hui avec Agnès Delaborde qui est responsable du département évaluation de l'intelligence artificielle et cybersécurité au sein du LNE, c'est-à-dire le Laboratoire national de métrologie et d'essais. Ce qui veut dire que l'on peut aujourd'hui, l'on sait aujourd'hui mesurer, évaluer les IA, les intelligences artificielles et puis demain aboutir à des normes, des nouvelles règles. Ça va être notre grand sujet aujourd'hui à la une de Smartech. Deuxième partie, on va partir sur notre grand rendez-vous Game Business que vous connaissez, s'intéresser à cette industrie du jeu vidéo. On va parler de Sony, de Microsoft et puis aussi d'e-sport avec GameWorld. On terminera cette édition avec notre regard sur où va le web et cette mode des présentatrices virtuelles. Mais d'abord, c'est la grande interview d'Agnès Delaborde du LNE dans Smartech. Je suis en compagnie d'Agnès Delaborde. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau dans Smartech. Agnès, vous êtes la responsable du département évaluation de l'intelligence artificielle et cybersécurité du LNE. LNE, donc Laboratoire national de métrologie et d'essais. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui mesurer, évaluer l'IA, les algorithmes. Qu'est-ce qu'on sait faire en la matière ? Oui, j'avais noté en introduction que vous pensez que l'on sait. J'ai envie de dire, on sait de mieux en mieux. Tout n'est encore pas couvert, tout n'est pas encore garanti, mais en tout cas, c'est l'essence même de notre travail au LNE. Que mesurez-vous très concrètement ? Alors, ce qui peut être mesuré, c'est-à-dire du côté de l'IA, pas grand-chose si on prend le sens métrologique du terme, de la mesure, on va prendre un mètre ruban. Ouais. Là, on n'est pas exactement dans les mêmes considérations. On sait que par rapport à l'IA, il y a des questions de performance, donc s'assurer que le système réalise bien la tâche qui était prévue. Ça a un impact économique. Est-ce que le produit est bon, par exemple ? Est-ce qu'il répond à ce que le fabricant voulait faire ? Mais on va estimer, on n'emploiera pas forcément mesurer, pour rester précis, ce qu'on va essayer d'estimer, de quantifier, de qualifier. Ça va être également des aspects un peu plus subtils et difficiles à observer, du type la sécurité, au sens sûreté de fonctionnement d'un système. Donc, est-ce que ça ne va pas occasionner des dommages ? On va également se pencher sur des questions qui vont être plus proches de l'éthique. Pareil, ce terme éthique, on fait très attention, il est beaucoup employé. Donc, on va parler peut-être d'impact sociétal, s'assurer que l'IA ne va pas porter préjudice aux citoyens, par exemple, aux consommateurs ou même au public qui n'a rien demandé et qui n'utilise pas l'IA, mais qui pourrait être impacté. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. On va essayer de prendre les choses une par une. Déjà, est-ce que ça vous demande d'avoir accès au secret de fabrication, c'est-à-dire à l'algorithme ? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, parce que, on a la possibilité de l'avoir dans le cadre de nos différents échanges avec l'industrie, selon le type de contrat, selon le type de projet. Parfois, on a accès, on peut interagir avec les développeurs, on peut être dans le secret de la fabrication. Si une entreprise vient vous voir, d'ailleurs, par exemple, pour certifier une IA ou un algorithme. Évaluer ou certifier. Ouais. Et dans ces cas de figure, oui, on peut avoir accès à certains types d'éléments. Par contre, très souvent, même si on ouvre la boîte, on se trouve face à des systèmes qui sont tellement complexes, des réseaux de neurones où on aura beau les voir et les regarder à l'intérieur, ça ne va pas plus nous indiquer quoi que ce soit. Donc dans l'idée, on a une approche qui est plutôt boîte noire de l'évaluation, où on sait qu'on va contrôler tout ce qu'on donne en entrée, tous les stimuli en entrée. Donc on met le système dans un environnement particulier. Et ce qu'on va observer, à la fin, c'est la sortie. Et ce mécanisme en boîte noire ne présuppose pas qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans. Mais ce qu'on va observer, c'est que pour une entrée donnée, est-ce que le résultat est acceptable ou pas ? Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de travaux très précis sur lesquels vous avez pu avancer, des projets qu'on vous a confiés, sur lesquels on vous a demandé d'évaluer justement des intelligences artificielles ? Oui, et juste avant, tout à l'heure, vous avez mentionné la question de la certification. J'espère qu'on reviendra dessus, puisqu'il y a une grosse différence pour nous. C'est deux activités différentes. L'idée d'évaluer, là, on va juste observer les performances, le comportement du système, mais on ne porte pas de jugement. On observe, on donne des résultats et c'est tout. La certification, c'est le côté mettre un tampon et valider.
dans la démarche, c'est tout à fait différent et c'est très clivé chez nous. Ce n'est pas la même finalité, pas les mêmes procédés. Je vais rester du côté évaluation, bien, on pourra parler de la certification si besoin. Donc du côté de l'évaluation, au sein de mon département, dans les différents travaux qu'on a pu réaliser, alors ceux qui m'ont marqué le plus et qui vont montrer un peu la diversité de notre champ d'action, ça va être du côté de la robotique agricole. C'est intéressant du point de vue de l'IA, puisque ce sont des machines hautement autonomes. Il y a des morceaux d'IA dedans, une prise de décision automatisée à certains endroits du système. On a travaillé sur l'estimation de la sécurité, de la sûreté de fonctionnement de ces systèmes. Donc sûreté, c'est-à-dire sécurité physique. Sécurité physique, absence de dommages, que le tracteur automatisé n'aille pas traverser une route. Et là, nos travaux étaient... on n'a pas estimé est-ce qu'ils sont sûrs, est-ce qu'ils ne sont pas sûrs. On a travaillé à estimer avec différents industriels, différents fabricants français de robots agricoles, essayer d'estimer quels pourraient être les dommages causés. C'est intéressant dans le rôle du LNE, puisqu'on est un tiers indépendant. On a pour vocation de rassurer et protéger les consommateurs et aider l'industrie à être en conformité, à ne pas faire n'importe quoi. Ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi et on leur donne des outils. Et là, l'idée de circonscrire un petit peu le champ de quels peuvent être potentiellement les dommages, ça permet également, le mot est un petit peu fort, mais aussi de décharlataniser, je viens de créer le mot, la scène de l'IA où il y a beaucoup de peur, portée par les médias très fort. On le voit bien sur les réseaux sociaux. Beaucoup de peur, et là, notre travail était de se dire concrètement quels peuvent être les risques. Qu'est-ce qui peut être raisonnablement prévisible? Ça, c'est un type d'approche. On fait d'autres travaux dans le cadre desquels on apporte notre pierre pour la constitution des référentiels d'évaluation. On travaille notamment pour l'Agence européenne de la sécurité de l'aviation. Des travaux qui sont publics depuis peu, qui viennent d'être publiés, qui, eux, veulent être en mesure d'homologuer, de valider les systèmes par apprentissage automatique, une des branches de l'IA, qui vont être utilisés dans ce domaine. Ils ont un référentiel qui est extrêmement bien construit, extrêmement abouti. Ils ont identifié qu'il y avait certains manques qui avaient besoin d'être explorés. Et par exemple, nous, nos travaux à l'heure actuelle étaient d'être en mesure de disposer d'outils pour qualifier les données. C'est-à-dire s'assurer que les données utilisées par l'IA étaient de suffisamment bonne qualité. Alors, quel est le bilan, le premier bilan peut-être que vous pouvez tirer des différentes évaluations que vous avez menées? Est-ce qu'on progresse en matière d'intelligence artificielle en France sur nos projets? Je vais parler que du point de vue de l'évaluateur. C'est ma seule fonction. Donc, est-ce qu'on progresse du côté de l'IA en termes de développement? Eh ben, je ne sais pas. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. En tout cas, en termes d'évaluation, de capacité de contrôle, de maîtriser l'IA, je trouve qu'on progresse. Au niveau français, au niveau européen, bien sûr, avec l'arrivée de l'AI Act. On va dans une direction où, même si encore très, très récemment, avec ChatGPT, etc., il y a eu une levée de bouclier assez phénoménale d'un point de vue médiatique par rapport aux performances incroyables de ces systèmes et la peur qu'elles ne soient plus maîtrisables, j'ai envie de dire, l'AI Act... Vous n'êtes pas inquiète par les IA génératives? Ce n'est pas un sujet de préoccupation? Si. Ah, quand même. C'est un sujet énorme de préoccupation. Qui soulève quand même pas mal de questions. Oui, mais pour lequel c'est un sujet sur lequel on veut absolument rester confiant. On veut apaiser, et c'est notre fonction. Oui, il y a des enjeux énormes. On ne diminue pas du tout l'impact que ça pourrait avoir, les difficultés d'évaluation liées à ces systèmes. Par contre, on veut être apaisant. Oui. Dans la mesure où il y a justement une dynamique qui a déjà été initiée, notamment avec un poids lourd, l'AI Act, la réglementation européenne, qui pose des bases extraordinairement saines. J'ai envie de dire, qui sont aussi remises en question. Tenir bon. Parce que hier, déjà en plateau, on avait deux chercheurs en IA avec lesquels on a essayé justement de démystifier quand même tout un tas de fantasmes autour des IA génératives, mais où on a aussi posé les questions et regardé quelles étaient les réponses qu'on pouvait apporter. Notamment la réglementation européenne est jugée quand même assez difficile, en tout cas pour créer une IA
générative européenne. Ça semble plus complexe. On a l'inquiétude qui vient même du côté de Jean-Noël Barrot, le ministre du numérique, qui a dit à ce stade, la position que le Parlement a prise sur l'IA est excessive. Excessive. Oui, ce sont ces mots, absolument. Alors, je ne sais pas en quoi c'est excessif, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Vous participez, enfin, je veux dire, le LNE est partie prenante sur cette réglementation européenne ? Oui, sur le suivi de la réglementation, sur les différentes consultations associées, sur les travaux normatifs également pour la création de normes harmonisées. Moi, je remarque une chose, c'est que l'IA Act, je ne sais pas à quel point il sera parfaitement applicable pour les IA génératives. Ouais. Je ne sais pas, j'ai envie de dire, attendons d'avoir un petit peu de maturité. Je serais assez positive dans la mesure où l'IA Act a posé beaucoup de fondements simples, robustes, déjà éprouvés, la notion de marque HCE qui est connue depuis 30 ans dans l'industrie, qui est saine. On voit déjà donc un changement de mentalité par rapport à l'IA qui n'était pas réglementée, qui était plus du domaine des chercheurs, je pense, même si évidemment les secteurs industriels s'en emparent très fortement maintenant. Là, l'IA Act vient et dit, bon, on le met dans un cadre réglementaire qui est déjà connu. Ça élimine beaucoup de parasitage, on va dire, ce que la technique peut faire ou ne pas faire. Là, on revient à des règles simples, des risques raisonnablement prévisibles, un système avec des organismes tiers notifiés, une notion de marque HCE. On revient à des fondements qui, à mon avis, devraient faciliter le travail. Alors, de toute façon, tout le monde attend cette réglementation, y compris ceux qui travaillent sur ces déploiements, parce qu'on est tous bien conscients qu'il va falloir un cadre. Quels sont je dirais, les grands points de vigilance sur lesquels le LNE pourrait apporter des réponses, justement ? Des points de vigilance sur lesquels on peut apporter des réponses. Est-ce que vous voulez reformuler ? Parce que je vois des points de vigilance et je vois les réponses qu'on pourrait apporter. D'accord. Je vais traiter la question à ma sauce. Dans les points de vigilance, ce qu'on observe, c'est que là, on sait qu'on l'attend pour 2025, il sera applicable pour 2025. Donc l'industrie devra être prête en 2025. Oui. On voit énormément d'effervescence, parfois peut-être un petit peu dans tous les sens. Des gens qui veulent se mettre en conformité, des fabricants qui veulent se mettre en conformité, mais au final, ils ne savent pas trop à quoi, ils ne savent pas trop ce qui sera applicable à eux, ils ont peut-être des difficultés aussi à maîtriser le texte, un texte qui n'est encore pas figé. Oui. Donc, beaucoup d'effervescence de ce côté-là, de l'effervescence du côté de tous les mécanismes de certification volontaire qui seront utiles, pas utiles, qui sont... Bref, il y a une... C'est une incertitude. Une incertitude. Ouais. Et face à l'incertitude et à la panique, c'est le risque de déviance ou d'aller trop loin, ou que certains secteurs économiques se retrouvent bloqués en se disant « la réglementation va nous tomber dessus, mon Dieu, quelle horreur !» Alors que peut-être il faudrait relativiser. Et nous, dans nos travaux au LNE, c'est justement de trouver le bon compromis, faire attention d'une part, que l'IA reste maîtrisable, contrôlable, mais pas aller trop loin. La réglementation européenne, l'idée même de la réglementation européenne, c'est de ne pas surréglementer. Nous, on ne va pas aller surcontrôler non plus. Mais les grandes règles sur lesquelles repose la confiance demain qu'on pourra avoir dans ces algorithmes et l'intelligence artificielle, quelles sont-elles ? Il faut que cette IA soit au service de l'homme. Enfin, on entend des grands principes comme ça, éthiques. Du côté d'un organisme comme le LNE, qui est un laboratoire qui nous aide à travailler sur ces normes demain et ces réglementations, quelles sont, je dirais, les grandes règles que devraient suivre les algorithmes et les IA ? Celle de l'IA Act. Non, mais on ne les connaît pas par cœur. On les connaît pas l'IA par cœur. Act, je pense que même personne ne connaît son contenu précisément, derrière la caméra en tout cas. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques principes ? Je vous ai donné un exemple, que les IA soient toujours au service de l'homme. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui vous semblent importantes à marquer dans une réglementation européenne ? Et je ramenais quand même à l'IA Act parce que le gros avantage, bien sûr, c'est que ça part, et on le voit dans le préambule du texte, et je tiens à noter que
Les fabricants devront connaître le contenu de l'AI Act. Naturellement, ils devront y être conformes. Donc, il faudra à un moment qu'ils l'ouvrent. Absolument. C'est que justement, être au service de l'homme ou ne pas avoir d'impact négatif, ne pas être préjudiciable, etc., ce sont des objectifs très haut niveau. L'explicabilité, par exemple, peut en faire partie? Non, et on pourra y venir. Pas Oui, parce que le temps file, vous savez. D'accord. Et donc, ces grands principes, l'avantage de l'AI Act, c'est que ces objectifs généraux sont déclinés en exigences très simples. Ouais. Et ça sera, par exemple, maîtriser vos données, maîtriser les processus de collecte. Faites bien attention à la façon dont vous testez votre système. C'est un ensemble comme ça d'éléments, d'instructions un peu plus clairs et plus simples. Parce que dire qu'un système d'IA ne doit pas impacter négativement, c'est beau, si tout le monde le veut, il n'y a pas de souci. Mais là, ça donne quelques éléments plus concrets. Très bien. Est-ce que le LNE pourrait être sollicité demain pour auditer les algorithmes des grandes plateformes, comme on a prévu de le faire? Alors, on a déjà travaillé pour la Commission européenne dans le cadre d'un contrat où ils voulaient faire une analyse en amont des capacités d'audit des grandes plateformes. Donc, on a rédigé pour eux un très très long rapport, une étude détaillée de ces capacités d'audit. Donc, ce qui veut dire que par la suite, évidemment, vu nos missions, on pourrait tout à fait le réaliser pour le compte des organismes de surveillance européens. Alors, vous êtes entré au LNE en 2017, il y a bientôt 6 ans, en tant qu'ingénieur de recherche. Avant cela, vous étiez chercheur au CNRS et à l'Université Paris 4 Sorbonne. Vos travaux portaient principalement sur la robotique, l'interaction homme-robot. Aujourd'hui, vous êtes donc à ce poste, vous succédez à Guillaume Avrin, qui a pris en charge la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, qui est venu d'ailleurs sur ce plateau aussi avant vous. Vous continuez à travailler ensemble. Quel est le lien qui est tissé entre un institut de certification, un laboratoire qui travaille sur les normes de demain, et puis les politiques menées au niveau national et européen en matière d'intelligence artificielle? Le LNE est sous tutelle du ministère de l'Industrie, donc le lien avec le gouvernement est constant, nos missions sont fixées par l'État. Les liens avec Guillaume Avrin, naturellement on se connaissait, donc évidemment les liens se poursuivent. Après, là où il y a une limite qui est posée, c'est qu'il a une autre mission maintenant qui doit couvrir l'intégralité de l'IA de la scène IA en France. Donc évidemment, il y a un certain cloisonnement. Maintenant, avec les activités du LNE. Par rapport à ça, nous, ce qu'on sait, c'est qu'au moins, Guillaume Avrin, de par son passé, est conscient de ces problématiques, fortement conscient de ces problématiques de contrôle de l'IA, et qu'il sait également, je ne vais pas prendre le risque de parler pour lui, bien sûr, mais on sait ce qu'il sait, ces problématiques de maîtrise et de contrôle de l'IA. Et aussi d'impact de la réglementation sur l'industrie, parce que... Pleinement conscient, le LNE est orienté industrie. Donc naturellement, ce qu'on a observé en premier, c'est quel sera cet impact, positif, négatif, et nous on essaye de limiter cet impact, que ce ne soit pas trop dur pour l'IA, pour le secteur de l'IA, de se mettre en conformité, par exemple. Et vous avez le sentiment qu'on a avancé ces 10 dernières années autour des garde-fous, de la manière dont justement on peut réussir à maîtriser, à mieux contrôler le déploiement des intelligences artificielles? Je suis désolée d'être redondante, mais oui. l'IA Act, c'est... Pour moi, donc c'est quelque chose que vous attendez, parce que pour l'instant, il n'est pas encore entré en vigueur. Tout à fait. Et j'attends avec impatience. Qu'on ait passé ce phénomène d'effervescence. Donc on a gagné en maturité déjà sur le sujet aujourd'hui, c'est ça que vous nous dites? Et qu'on gagne encore plus en maturité, qu'il devienne applicable, que tout s'apaise et que ça rentre dans les mœurs. Merci beaucoup Agnès Delaborde. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes la responsable du département évaluation de l'intelligence artificielle et cybersécurité du LNE. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. On va marquer une courte pause Agnès, et puis on va parler de game business, de l'industrie du jeu vidéo avec Guillaume Monteux en plateau et son invité.
Et on est dans la deuxième partie de Smart Tech. Vous êtes avec nous, vous nous regardez sur Bismart, vous nous suivez en podcast aussi beaucoup. C'est le moment de notre grand rendez-vous Game Business. On s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo avec Guillaume Monteux, président de Gatsby. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Spécialiste de l'in-game advertising. Vous décryptez pour nous très régulièrement cette économie et cette industrie du jeu vidéo. Et vous êtes venu accompagné aujourd'hui de David Laniel, qui est le président de GameWard. Donc on va pouvoir parler d'e-sport ensemble, puisque GameWard, c'est un club d'e-sport officiel de Boulogne-Billancourt. Bonjour David, bienvenue à vous. On va commencer avec un tour d'horizon de l'actu dans le monde du jeu avec Guillaume. Alors on va parler notamment de Sony et de Microsoft. Absolument. Mars, avril, mai sont les mois dans lesquels les grosses sociétés sortent leur rapport annuel et c'est intéressant de les décortiquer parce que non seulement on a les chiffres, mais aussi on a des notes qui accompagnent ces chiffres, qui nous donnent énormément d'informations sur les produits et les stratégies de ces sociétés. Alors on va effectivement commencer par Sony. Et là, pour Sony, tout va bien. La division gaming de Sony fait 24,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, en hausse de 33%. Et la marge opérationnelle de la division gaming fait 1,68 milliard de dollars, qui est aussi un chiffre hallucinant en soi. Alors, il est en légère baisse. Ah bah tiens donc. Mais ce que j'ai noté, c'est que la marge de Sony ces 3 dernières années, c'est-à-dire les années qui correspondent à la commercialisation de la PS5, la marge est égale à la marge des 7 années de la PS4. C'est dire à quel point Sony maîtrise de mieux en mieux ses coûts de fabrication de ses consoles et a réussi, j'ai envie de dire, son pari logiciel et son pari serviciel, évidemment, parce que le logiciel et le serviciel, ce sont des générateurs de très haute marge. Alors, dans les lectures de ces rapports annuels, on apprend aussi que la PS5 se porte très bien. Alors on savait qu'elle se portait très bien, mais là elle se porte très bien. 39 millions d'unités vendues sur les 10 premiers trimestres de commercialisation. On n'avait jamais vu ça. Mieux que la Switch, mieux que la PS4. Et moi je pense d'ailleurs qu'elle peut battre les 130 millions d'exemplaires de Switch qui ont été vendus jusqu'à présent aujourd'hui dans le monde. Côté logiciel, 264 millions, il y a beaucoup de chiffres, hein. Évidemment, on a les hein. On a l'habitude avec vous, Guillaume. 264 millions de jeux vendus. Là aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces 264 millions de jeux vendus, il y en a 43 qui viennent de chez Sony, qui sont édités, développés et vendus, distribués par Sony. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sony sait faire de très bons jeux. La qualité est là et que la stratégie de développer des jeux, de les rendre exclusifs pour la PS5, en fait c'est un vrai cercle vertueux pour Sony. Des bons jeux qui font vendre des consoles qui sont vendues, qui font acheter des jeux. Bref, franchement, on nage dans le bonheur. Voilà, enfin, chez Sony ça va très bien. Voilà. Et chez Microsoft? Alors, c'est pas la même hein, chez Microsoft. Déjà, ce dernier trimestre, les ventes de Xbox Series X baissent. Et côté Microsoft Gaming, en tout cas, on n'a pas de chiffres de vente des consoles officielles données par Microsoft. Et ce, depuis 2016, hein, lorsque la Xbox One s'est fait distancer de manière assez flagrante par la PS4, Microsoft a décidé de ne plus donner de chiffres. Bon. Alors, on estime quand même qu'à ce jour, c'est vendu 22 millions de Xbox Series X et Series S, ce qui est pas mal hein, dans l'absolu, mais ce qui est très inférieur, effectivement, à Sony, et donc, effectivement, j'imagine un peu décevant chez Microsoft. Surtout que, en fait, tous ces chiffres-là, en fait, ils sont ridicules à l'échelle de Microsoft. Pourquoi? Microsoft, c'est 198 milliards de chiffre d'affaires, 83 milliards de dollars d'EBIT, 83 milliards de dollars d'EBIT. Donc on imagine bien que la division gaming, qui n'est pas la première dans son marché et qui fait un petit chiffre d'affaires, doit être regardée, j'ai envie de dire, de manière assez bizarre par les grands patrons de chez Microsoft, à tel point qu'il y a eu des rumeurs très insistantes sur le fait que Microsoft allait vendre sa division gaming. Et en fait, cette information a été depuis démentie par Phil Spencer, le patron de la division gaming. Mais alors, on en est où justement du rachat Activision Blizzard par Microsoft? On aurait fait la chronique il y a 10 jours, oui. Delphine. On a failli d'ailleurs. Je vous aurais dit que les nouvelles n'étaient pas très bonnes pour Microsoft, mais là, il y a un petit peu de ciel bleu. En quelques mots, je vais juste rappeler le contexte. Le 18 janvier 2022, Microsoft annonce au monde entier qu'ils vont racheter Activision Blizzard pour une somme pharaonique du jamais vu, 69 milliards
de dollars. Donc Activision Blizzard, c'est Warcraft, c'est Starcraft, c'est Overwatch, c'est Diablo, c'est Candy Crush. Bon, c'est des licences qui sont rigoureusement énormes. Évidemment, quand Microsoft annonce ça, Sony et tous les acteurs du cloud gaming se mettent vent debout pour faire annuler cette vente. Pourquoi ? Parce que Sony a peur que Call of Duty, qui est aussi une autre marque d'Activision Blizzard, ne soit plus disponible sur ces plateformes. Et tous les acteurs du cloud gaming aussi ont peur que toutes ces IP, tous ces jeux ne soient plus disponibles qu'au travers du cloud gaming de Microsoft. Bref, tout le monde a peur que Microsoft tire un avantage concurrentiel trop important de cette acquisition. Donc on a les concurrents de Microsoft qui font appel aux autorités de régulation pour bloquer ce rachat et... Alors ils ont fait appel à toutes les autorités de régulation possibles. Les Anglais, les Européens, les Asiatiques, les Américains évidemment. Et le premier à s'être prononcé, c'est l'Angleterre. Alors Microsoft avait fait des concessions, notamment à Sony, en disant maintenant, Sony, le jeu Call of Duty sera disponible pendant les 10 prochaines années à Sony. Mais ça n'a pas suffi pour les autorités anglaises pour donner leur rachat et ils se sont prononcés contre ce rachat. À la grande surprise, j'ai envie de dire, du monde entier. En plus c'était les premiers, si vous voulez, à s'exprimer. Alors depuis le ciel bleu dont je parlais tout à l'heure, c'est que les autorités de régulation européennes ont dit oui pour ce rachat. La Corée a dit oui, la Chine a dit oui, le Japon a dit oui. Maintenant, il reste une prochaine étape importante pour Microsoft, qui est les États-Unis avec la FTC. Mais quand même, quelle est la suite, là, maintenant qu'on a l'autorité britannique qui a dit non ? L'autorité britannique a dit non. Microsoft fait appel donc, de cette décision, va donner des gages supplémentaires, notamment aux acteurs de cloud gaming, parce que c'est notamment pour ça que l'autorité anglaise a dit non, à l'instar de ce qu'ils ont fait avec Enware en Espagne là, tout récemment. Et on dit voilà, on va permettre à tous les acteurs du cloud gaming de pouvoir vendre et commercialiser l'ensemble des IP d'Activision. Et puis, voilà, en fait, ils font appel. Ils ont même menacé l'Angleterre de dire, mais voilà, si, in fine, l'autorité de régulation dit non de manière définitive, y compris en appel, peut-être nous ne commercialiserons pas nos produits Xbox. Chez les Britanniques. Voilà. C'est un peu du bluff, mais voilà, c'est quand même ce qu'ils ont dit. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps chez Activision Blizzard ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, chez Activision Blizzard, on se pose pas mal de questions, mais en vrai, tout va bien. 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, c'est en légère régression par rapport à 2021, qui était une très bonne année pour Activision Blizzard. 1,5 milliard de dollars d'EBIT, là aussi, c'est un peu en régression, mais franchement, ces chiffres sont excellents. Le dernier Call of Duty, Modern Warfare 2, s'est bien mieux vendu que son prédécesseur Vanguard, et il y a toujours 250 millions de personnes dans le monde qui jouent tous les mois à Candy Crush. Donc tout va bien pour Activision Blizzard. Bon, alors on va passer maintenant à Nintendo. Alors Nintendo, j'aurais bien aimé vous annoncer une Switch 2 chez Nintendo. Eh ben non. On va parler du dernier Zelda, Tears of the Kingdom. Là aussi, bon, les précommandes avaient battu tous les records de précommandes. Et les ventes, les 3 premiers jours, ils ont explosé tous les records. 10 millions d'unités de jeux qui ont été vendus. À titre de comparaison, le dernier jeu Harry Potter là, qui est sorti il y a quelques mois, qui avait fait ils avaient fait un marketing énorme autour de ce jeu. Ils en ont vendu moins, alors que Harry Potter est disponible sur toutes les plateformes et Zelda uniquement sur Switch. C'est vous dire le succès de ce Zelda. Alors ce Zelda, il est magnifique, il était attendu, franchement, il est extraordinaire, même s'il recycle pas mal de la direction artistique de son prédécesseur. Et j'avais une petite question à vous poser. Vous qui connaissez bien l'industrie aussi du jeu vidéo. J'avais dit sur votre antenne que Red Dead Redemption, qui est un des gros jeux de Rockstar, avait nécessité plus de 2000 personnes, 2000 développeurs, 2000 personnes pour créer ce jeu. Oui. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il en a fallu pour créer le dernier Zelda ? Je dirais autant, non ? 300 personnes. C'est tout ? 300 personnes. C'est vous dire à quel point... parce qu'ils sont hyper rodés sur ce jeu. Ils sont hyper rodés. Oui. Je n'imagine pas les marges que va faire Nintendo et donc peut-être les futures acquisitions que va faire Nintendo dans les prochains mois à venir. Voilà.
Deuxième annonce sur Nintendo, enfin deuxième actu sur Nintendo, on est en plein mois de Cannes, donc j'avais effectivement envie de parler du film Super Mario Bros. Vous savez, qui est sorti on en avait parlé dans tout récemment. Sportec. Ouais. Plus d'1 milliard de dollars pour le premier mois d'exploitation. Voilà. Bah oui. On est devant le film qui a le mieux marché en 2023. Alors ça, on était très habitués au film Marvel. Régulièrement au cinéma, je pense qu'il va falloir aussi s'habituer à une déferlante de films ou de dessins animés qui sont eux-mêmes tirés des jeux vidéo. Ça marche très bien. D'ailleurs, vous m'aviez conseillé de regarder le film Tetris aussi, sur Apple+. Voilà. Bon, j'étais un peu dubitatif, mais j'ai adoré. Donc voilà, j'espère. Dans un tout autre style, rien à voir avec Super Mario. Rien à voir avec Super Mario Bros. Allez, on va passer aux nouvelles. Peut-être avez-vous des nouvelles des projets de Netflix? Oui, alors on parle de Cannes, hein, le cinéma, les jeux vidéo. Écoutez, Netflix confirme effectivement ses intentions dans le jeu vidéo. Je vous rappelle que quand vous vous abonnez à Netflix, vous avez aussi le droit de jouer gratuitement à tout un tas de jeux qui sont développés par la société. Et là, voilà, Netflix nous annonce qu'ils sont en train de travailler sur 70 titres. Aujourd'hui, vous avez accès à une quarantaine, cinquantaine de titres. Ils travaillent sur 70 titres, dont 40 pour 2023. Et ils travaillent aussi sur un très gros titre à très gros budget. Donc voilà, peut-être un nouvel acteur dans cette industrie qui va poser. Vous vouliez parler aussi des investissements dans les studios qui continuent également à être très conséquents. Et oui, les Chinois, notamment NetEase, qui viennent de racheter le studio français Quantic Dream, créent un nouveau studio en Espagne qui sera dirigé par un des concepteurs de Alan Wake et de Control. Deux gros cartons du studio Remedy, c'est la preuve que les sociétés chinoises continuent d'investir dans des studios de jeux européens, ce qui est une autre preuve de notre savoir-faire. En France, écoutez, il y a la société Focus Entertainment qui vient de déposer ses comptes, et là aussi on voit qu'ils sont excellents, 194 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Focus, dont on a reçu d'ailleurs l'ancien CEO ici. Bravo à toute l'équipe. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir un acteur de l'e-sport, un acteur majeur, David Laniel. Vous êtes le président du club GameWard, donc club d'e-sport officiel de la ville de Boulogne-Billancourt. Top 3 Europe sur League of Legends. Bravo. Merci. Félicitations. Expliquez-nous déjà ce que c'est une équipe d'e-sport. Une équipe d'e-sport, il faut vraiment voir ça comme un club de sport. C'est-à-dire que si je prends le PSG, par exemple, on va avoir des joueurs professionnels qui vont participer à des compétitions, on va avoir des sponsors, on va avoir des spectacles. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de jouer au foot, au hand ou au basket, on va jouer à League of Legends, à Fortnite, à Counter-Strike. D'accord. Et on s'entraîne aussi dur qu'un joueur professionnel de football. Voilà, on considère vraiment nos joueurs aujourd'hui comme des athlètes, avec un entraînement qui n'est pas que sur le PC, mais avec vraiment un entraînement physique également, et surtout sur toute l'hygiène de vie. Et quels sont les jeux d'e-sport les plus populaires aujourd'hui en Europe ? Alors aujourd'hui, League of Legends, c'est à peu près le jeu le plus populaire en Europe. League of Legends, Counter-Strike, c'est des jeux qui sont, j'allais dire, historiques à l'échelle de notre marché, puisque Counter-Strike, ça a plus de 20 ans, League of Legends, plus de 10 ans. Et après, dans certaines géographies... Et comment on arrive, nous, à se hisser à la 3e place ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que la France, au niveau européen, a un énorme vivier de joueurs, un énorme vivier de spectateurs. Ouais. En fait, on a toujours été une terre d'e-sport assez forte en Europe. Parce que très tôt, on a eu des diffuseurs, on a eu cette logique d'influenceurs qui est très développée en France. Donc on a tout un écosystème qui s'est créé et qui contribue à faire en sorte que toutes les nouvelles générations aujourd'hui s'intéressent à l'e-sport et du coup assurent finalement le renouvellement des talents. Alors on fait la comparaison avec le foot, mais c'est pas le même niveau de gain quand même. C'est pas le même niveau de gain. Après, il faut savoir que sur certains jeux comme Dota par exemple, ceux qui remportent la plus grosse compétition chaque année deviennent automatiquement millionnaires. Donc il y a quand même des jeux qui sont... voilà. Après, donc votre club, par exemple, c'est un club riche dans l'e-sport ? Alors, en l'occurrence, nous, on se concentre surtout sur des jeux où les prize pools ne sont pas forcément les plus élevés. Parce que ça vient parfois au détriment de la structuration. Les prize pools, sont quoi ? Les gains ? Voilà, les gains, exactement. Les gains de tournoi. Okay. Parce qu'un jeu comme League of Legends, par exemple, on peut remporter le championnat du monde, ça va même pas rapporter, je crois que cette année, c'était à peu près 500 000 euros pour les gagnants, pour l'équipe, à répartir avec les joueurs, etc. Ouais. C'est beaucoup. Mais c'est pas non plus énormissime par rapport à certains sports qu'on connaît. Donc en fait, nous, on est sur des jeux comme League of Legends qui se structurent plutôt avec des partages de revenus un peu, on va dire, en backstage, c'est-à-dire que ça va vraiment contribuer à pérenniser l'écosystème plutôt qu'à apporter énormément de gains juste aux vainqueurs et en délaissant un petit peu tous les autres. Donc c'est-à-dire sur les gains, il y a une partie qui va au club ? Voilà, très souvent. Et une autre qui est répartie entre les joueurs. Alors, historiquement, de manière égalitaire. Tout passe par les joueurs, tout passe par les clubs, pardon. Ouais. Mais historiquement, il y a une grande partie qui revient aux joueurs.
voilà, c'est comme ça un peu que l'écosystème s'est créé, parce qu'au début, c'était très amateur, donc en fait, il y avait très peu de rémunération, du coup, des gains étaient principalement donnés aux joueurs. Ça a peu évolué par rapport à ça. Mais en revanche, effectivement, le but, c'est pour nous d'être sur des scènes qui sont très structurées comme League of Legends et qui permettent de développer des histoires autour. Moi, je trouve ça formidable qu'on ait en France des équipes, et notamment Gameward, qui rivalisent avec les équipes asiatiques et les équipes américaines, des très très grosses équipes qui ont des très très gros budgets. Et moi, je suis allé chez vous, chez Gameward à Boulogne-Billancourt, et j'ai été surpris par le niveau de professionnalisme, non seulement des équipes, mais aussi des installations qui sont mises à leur disposition. David, j'avais une question à vous poser. Aujourd'hui, dans votre budget, les marques, elles vous suivent volontiers dans le sponsoring de vos équipes, et est-ce qu'il y en a qui vous suivent plus facilement que d'autres ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, l'intérêt aujourd'hui de l'e-sport pour une marque, c'est qu'on va toucher toutes les nouvelles générations. On va toucher les 15-35 ans, mais voire même des plus jeunes. Et ça intéresse énormément les marques, notamment celles qui sont déjà habituées au sponsoring, parce que la problématique du sport aujourd'hui, c'est que chaque année, l'audience prend un an. Très difficile de renouveler les audiences. Donc forcément, quand on veut s'intéresser aux jeunes, que ce soit parce qu'on a des produits ou des services destinés aux jeunes, que ce soit en termes de recrutement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit la tension aussi qu'il peut y avoir sur le marché du travail, des profils à appétence digitale. Il y en a énormément dans le monde de l'e-sport, donc on travaille aussi beaucoup avec des marques sur des sujets de recrutement, de marques employeurs. Donc effectivement, il y a de plus en plus de marques qui se tournent finalement vers ce secteur pour des enjeux qui sont très variés. Typiquement, tu peux... Par exemple, l'année dernière, on a travaillé avec Talent, une énorme ESN, justement, qui a des enjeux de recrutement d'étudiants, de recrutement de jeunes diplômés, de fidélisation en interne. Et comme c'est beaucoup de consultants, c'est beaucoup de profils, encore une fois, qui sont beaucoup dans un univers digital, forcément, nous, c'est l'audience qu'on adresse. On les connaît bien, Talent, d'ailleurs. Comment est-ce que vous expliquez, en revanche, que l'e-sport n'a pas atteint la notoriété du sport ? C'est un vrai sujet, c'est qu'effectivement, quand on regarde aujourd'hui les jeux les plus populaires comme League of Legends... Nombre de joueurs impliqués. Ouais. Est-ce que vous avez déjà regardé League of Legends ? Non. Enfin, en compétition. Oui, mais parce que c'est très, très compliqué, en fait, pour quelqu'un qui ne joue pas. C'est très, très compliqué de comprendre ce qui se passe, contrairement au foot. Et ça crée une vraie barrière à l'entrée, en fait, ce qui fait que les gens qui ne sont pas impliqués dans le monde de l'e-sport aujourd'hui, c'est très compliqué de les embarquer. Donc, en fait, c'est essentiellement pour ça qu'on a une audience qui est jeune. Mais du coup, dans 30 ans, les gens comme moi qui aujourd'hui qui payent dans l'e-sport, dans 30 ans, je ne vais pas me mettre à regarder du foot du jour au lendemain, je continuerai à regarder de l'e-sport. Et donc, on a un peu finalement ce renouvellement qui va se faire de manière naturelle, effectivement, avec aujourd'hui des générations qui sont plutôt jeunes. Et puis il y a la bascule, de regarder ces compétitions sur Twitch, tout ça arrive petit à petit sur la télé, au milieu du salon, au sein de la famille. Est-ce que vous allez participer aux compétitions olympiques ? Alors, c'est un gros sujet, effectivement, l'e-sport dans les Jeux Olympiques. On en entend très régulièrement parler. En tout cas, les JO ont très envie de mettre en avant l'e-sport, visiblement. Voilà, je pense qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux pour les JO. C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est que les JO, ils ont une audience qui est plutôt vieillissante dans l'ensemble et ils ont besoin de se renouveler. C'est pour ça qu'ils intègrent régulièrement des nouveaux sports, d'ailleurs, qui vont plaire plus aux nouvelles générations. Donc, c'est une bonne nouvelle. L'e-sport s'inscrit dans cette optique-là. C'est une bonne nouvelle. Oui, globalement, je pense que c'est intéressant. Après, aujourd'hui, est-ce que dans l'e-sport, il y a une vraie attente par rapport à ça ? Je ne suis pas sûr. Mais je pense que ça va dépendre. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'un jeu comme League of Legends, par exemple, il a déjà son calendrier compétitif sur toute l'année qui est hyper blindé, c'est déjà compliqué. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans League of Legends, il y ait des vraies dates à consacrer aux JO, par exemple. Et est-ce qu'il y a un intérêt pour l'éditeur aussi d'aller là-dessus ? Je ne sais pas. Cette mise en avant, non ? Mondial comme on l'évoquait, en fait, c'est pas l'audience des JO qui va s'intéresser à League of Legends. Par contre, pour certains jeux un petit peu plus confidentiels, on va dire, en termes d'audience, je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit finalement dans le sport, c'est que c'est pas forcément les jeux les plus populaires d'une manière générale qui profitent le plus des Jeux Olympiques. C'est plutôt des sports justement qui ont moins de représentation en temps normal. Et je pense que ça va être un petit peu la même chose pour l'e-sport. Alors vous prenez quand la décision ? Parce que alors moi je prends pas de décision à ce sujet-là, mais mais chaque année en fait. Vous allez emmener une équipe vous au JO ? Alors non, mais chaque année ça va un petit peu plus loin. C'est-à-dire que là j'ai changé justement il y a quelques jours avec le Head of e-sports justement du CIO parce qu'ils ont pour ambition d'intégrer justement de plus en plus de jeux e-sport. Alors au début on a beaucoup parlé de jeux en fait, qui se rapprochaient plutôt du monde du sport, comme Zwift sur le vélo, comme Virtual Regatta sur de la voile. Donc le but c'est d'aller toujours un petit peu plus loin pour aller chercher les vraies audiences, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais aujourd'hui FIFA, la simulation de jeux de foot, ou NBA 2K de simulation de basket, autant on a énormément de joueurs, autant il n'y a pas des grosses audiences e-sport, parce que si on aime ces sports-là, on les regarde en vrai.
Et ben voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci Guillaume Monteux de Gatsby et Daniel Laniel de GameWard, que je ne me mélange pas entre vous deux quand même. Allez, on termine avec notre regard sur Ovalweb. Eh bien, peut-être que demain, Smartech sera présenté par une présentatrice virtuelle. Ce serait dommage. Bon, oui, en plus, je n'y crois pas trop pour l'instant. Et si demain, votre bulletin météo était présenté par une IA, eh bien, vous savez quoi? En Suisse, c'est déjà le cas. Depuis le 3 avril, la chaîne M le Média a confié la présentation de son bulletin à un avatar. Voici Jade, la nouvelle présentatrice météo créée par l'intelligence artificielle. Cheveux tirés, jean, haut blanc, gilet léopard. Elle a tout d'une vraie personne. L'IA a bien fait son travail car même son attitude et sa façon de s'exprimer collent avec le style habituel des présentatrices météo. Bon, si on regarde d'un peu plus près, on peut deviner qu'il y a un hic. Son regard très fixe, sa gestuelle saccadée, ce n'est pas encore parfait donc, mais la chaîne explique qu'elle n'a pas trouvé de candidat compétent pour ce poste. Et donc en attendant de trouver la perle rare, c'est donc une IA qui fera le travail. Malgré tout, son potentiel reste limité. Jade ne fait que décrire une carte comme le ferait un contenu en audio-description. Les informations sont succinctes, contrairement à ce que pourrait développer un vrai météorologue. Et puis surtout se pose la question de la confiance. Peut-on se fier à ce que dit cette fausse présentatrice? La chaîne assure de son côté que l'ensemble de ses paroles est contrôlé en amont par la direction éditoriale. Cette initiative n'est en tout cas pas la première dans l'univers des médias. En Chine et au Koweït, 2 chaînes ont déjà fait des tests avec des présentatrices virtuelles. 2 nations peu reconnues, il faut le dire, pour le respect de la liberté d'expression au sein de la presse. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'était Smartech. Merci beaucoup à mes invités, Guillaume Monteux, président de Gatsby, David Laniel, président de GameWard. Merci à vous de nous suivre très régulièrement sur la chaîne Bismart en podcast et en replay. On se retrouve bien évidemment dès demain. On va débriefer des grandes actus de la tech.